du réseau. La descente numéro 4, elle descend 180 mètres carrés de terrasse. OK? Ok. Alors, les descentes, comme je vous les ai données dans le cours, vous les dimensionnez avec le tableau 2-1. Alors, vous avez 180 mètres carrés, vous avez des moignons qui sont tronconiques. Si vous allez au tableau 2-1, Oui. pour le moignon tronconique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le premier diamètre, qui est le 100 x 3. Il évacue 99 mètres carrés. Donc, ce n'est pas suffisant. Oui. Donc, si je vais vers le 110 et 120, etc., celui qui fonctionne, c'est le... 140. Vous êtes sur le tableau 2-1? Oui, monsieur. Alors, vous avez quoi? Vous avez le diamètre fois l'épaisseur, vous avez le diamètre intérieur, vous avez moignon tronconique et moignon cylindrique. Oui. D'accord? Moi, j'évacue 180 mètres carrés. 180 mètres carrés, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le 140, le diamètre 140. Oui. Parce que le diamètre 140, il évacue 200. 200. Le diamètre 125, il évacue 158. Donc, il finish 125. Donc, je prends le 140, qui va évacuer 200 mètres carrés. On est d'accord? Oui. Voilà. La même chose pour la descente numéro 3. Kif kif, elle évacue 180 mètres carrés, donc le diamètre que je vais prendre, c'est un diamètre 140. Bien. Faites-les la descente numéro 6. La descente numéro 6, elle va évacuer combien? Quelle est la surface évacuée par la descente numéro 6? Je vous pose la question. 360. Voilà, 360. Elle va évacuer la surface à la 4, à la descente numéro 4, et elle va évacuer la surface à la descente numéro 3. Donc 360 mètres carrés. Donc, 360 mètres carrés, toujours avec le tableau de 1. 200, monsieur. Voilà. Donc, le diamètre que je vais prendre, c'est le diamètre 200. Bien. Donc, les descentes, c'est réglé. Après, le collecteur. Le collecteur, on est le collecteur B et le collecteur A. Alors, on a pris une pente de 2 cm par mètre. Bien. Alors là, les collecteurs, je vais les dimensionner avec le tableau 2-3, pas avec le tableau 2-1. Le tableau 2-1, c'est pour les descentes. Bien. Alors, le collecteur B, si je prends le tableau 2-3, il va évacuer combien en surface? Je vous pose la question. Quelle est la surface évacuée par le collecteur B? Monsieur, tableau 2 Pardon? Tableau 2 de monsieur de 3. Voilà, le tableau 2-3, le tableau 2-3. Bon, déjà, première question. Combien va évacuer le collecteur B? 180. 180. Bien. Maintenant, refaisons le tableau 2-3. Le tableau 2-3, je vous l'ai donné normalement. Oui, monsieur. Alors, vous avez le diamètre intérieur, vous avez surface évacuée pour une pente de 0,02 mètres par mètre. Vous y êtes? Oui. Alors, 180, 125. 125. Normalement, on a 125. Mais, qu'est-ce que vous avez? La descente numéro 4, elle est à combien?
140. 140. Oui. Vous ne pouvez pas diminuer le diamètre. D'accord? Oui. Vous ne pouvez pas prendre, quand vous avancez dans le réseau, vous ne pouvez pas prendre un diamètre plus petit quand vous avancez. Donc, la descente, elle a commencé à 140. Bon, le calcul, il nous donne 125, mais on a déjà 125. Donc, je suis obligé de prendre 140. D'accord? Oui. Ensuite, le connecteur A, il va évacuer combien? 360. 360. Donc, je vais 360 si je prends le tableau 2-3. 160. 160. Alors, au tableau 2-3, on a 160. Donc, il est supérieur à 140, donc c'est bon. D'accord? Oui. Donc, si je récapitule dans ce petit système d'évacuation, les descentes 4 et 3, j'ai dimensionne avec un diamètre à 140. La descente numéro 6, je vais la dimensionner avec un diamètre 200. de 200. Pour ce qui concerne les collecteurs, le collecteur B, je vais le dimensionner avec du 140. Et le collecteur A, je vais le dimensionner au minimum avec 160. C'est bon pour cet exercice? Oui. Bien. Passons à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 il est un peu plus compliqué. Vous avez... l'exercice numéro 2, c'est bon? Monsieur, Oui. فليكزو داوش نديرو غير الديامتر داوش نحوسو Eh, c'est un macan, c'est le diamètre. C'est ça le dimensionnement. Bien sûr, le but de l'exercice, c'est de dimensionner les diamètres. C'est un macan. Ok. D'autres questions? C'est bon. On peut passer à l'exercice numéro 2? Oui. Oui. Alors, l'exercice numéro 2. Vous avez 5 descentes. Vous avez la descente 1-1 et la descente 1-2. يتعاونوا pour descendre l'équivalent d'un 200 mètres carrés de terrasse. La descente 2-2 et la descente 2-1, kif يتعاونوا pour descendre, pour évacuer une terrasse de 350 mètres carrés. Et vous avez la descente 3-1 qui va évacuer une terrasse de 120 mètres carrés. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Bien. Alors, on va faire comme tout à l'heure. La descente 1-1. Qu'est-ce que je vais prendre comme surface évacuée? Elle va évacuer combien? Bon. La descente 1.1. Elle va évacuer combien? La moitié. Voilà, la moitié. Elle va évacuer 100 mètres carrés. Et la descente 1-2, kif, elle va évacuer 100 mètres carrés. Bien. Si je regarde le tableau 2-1, attention, la descente, c'est le tableau 2-1. Qu'est-ce que je vais choisir comme diamètre? 10. Voilà. On va choisir 110. Pour la descente 1-1 et la descente 1-2, on va choisir 110. Bien. La descente, maintenant, la descente 2-2 et la descente 2-1. Qu'est-ce que je vais prendre? 175. Bon, 175. Donc, ils vont évacuer 175. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme dimensionnement? 140.
140, exactement. 140 et 140. Fais zouj 140. D'accord? Et la dernière descente, c'est la descente 3-1. Elle évacue 120 mètres carrés. Combien je vais prendre? 110. On va prendre 110. Exact. Bien. Voilà pour ce qui concerne les descentes. هذا واش كاين comme descente dans cet exercice. Donc, on va faire les collecteurs. Premier collecteur, le collecteur AB. Le collecteur AB. Alors attention, maintenant, les collecteurs, on va utiliser le tableau 2-3. Mais chez le tableau 2-1. Le collecteur AB, il va évacuer combien? En surface. 100. 100. 110. Il va 110 là aussi 110. On parle des surfaces. Bien. 100. Oui. Il va évacuer 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, qu'est-ce que je vais prendre comme dimensionnement? 100. On va prendre 100. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre 100? Non. Non. Puisque la descente 1-1, elle a 110. Donc AB, je suis obligé de le prendre à 110. C'est comme l'exercice précédent. D'accord? Parce que la règle, c'est que le diamètre ne peut pas diminuer, plus on avance dans le réseau, le diamètre ne peut pas diminuer. Donc la descente 1-1, elle est à 110, donc le AB, il doit être au minimum à 110. Bon, là, le calcul nous a donné 100, donc il a 110, ça marche. On est d'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Bon, maintenant, le collecteur BC. Le collecteur BC, il va évacuer combien? 200 mètres carrés. Il va évacuer 200 mètres carrés de terrasse. Donc 200 mètres carrés, je vais 125. 125. Parce que 125, je vais évacuer 206 mètres carrés, donc ça marche. Donc, le BC, ça va être 125. Bien. De cas, on va prendre le collecteur DC. Le collecteur DC. Le collecteur DC, il va évacuer combien? 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. Donc, je vais 120 mètres carrés. 110. On va prendre du 110. OK? On va voir le taf. Il faut toujours raisonner à partir de l'extrémité. Donc là, je vais prendre FG. Exactement. On a comme FG. FG, il va évacuer combien? 175. 175. 175. Donc, je vais 175. 125. Voilà. On a 125. On a 125. En bas, je vais prendre le collecteur GE. Monsieur, Oui. صح le 2-1 et 2-2 on a donné 140. C'est le collecteur 240. Voilà. Le 2-1. Alors, je vérifie. Oui. On a pris 140, donc on va être obligé. Oui, vous avez bien fait de faire la remarque. On va être obligé de prendre 140. Exact. C'est exact. Vous avez raison. Donc, le mot 140. Il y a le calcul, il donne 125, mais on est obligé de faire le mot 140. C'est exact. Alors, le collecteur maintenant GE. 350. Alors, GE, donc je vais prendre, donc il va évacuer une surface à 350. Donc, automatiquement, 160. 350, je vais 350 pour le tableau, de A. 160. 160. Voilà, 160. Donc, je vais travailler avec 160. Bien, une fois que je suis arrivé à GE, donc il reste le collecteur CE. Voilà, le C, le E. Là, c'est là où je donne la GE. Et on va prendre CE. CE, il va évacuer combien?
320. 320. CE, il va évacuer, donc il va évacuer la descente 1,1 et 1,2, donc ça fait 200. Et 3,1. Et 3,1. Et il va évacuer la descente numéro 3, S3, à 120 mètres carrés. Oui. Donc, ça va Ça être fera 320. 320. 320. Donc, CE, 320, 160. 160. 320, kiff, 160. Très bien. Et enfin, le collecteur, les égouts, le collecteur EH, donc lui, il va évacuer la totalité. 670. Donc 670, هذايا 670, C'est 200 mètres. 200. 200 mm. donc نخدم ب 200. Voilà. Donc là, vous avez, en principe, si je récapitule, les descentes 1,1, 1,2, ça va être du 110. Le collecteur AB, kiff, ça va être 110. Le collecteur BC, collecteur BC, ça va être du 125. Oui. La descente 3,1, 110. Le collecteur DC, 110. Le collecteur CE, 160. La descente 2,1, la descente 2,2. Et le 140. collecteur FG, 140. Le collecteur GE, 160. Oui. Et le collecteur EH, 200. 200. Bon, ça c'est le diamètre minimum. Bien sûr, on peut arranger ça pour rendre ça un peu plus les diamètres. Mais هذه داخله في الشانtier, c'est-à-dire في l'exécution. واحد يقول لك est-ce que par exemple pour le collecteur DC, est-ce que نخدم 140 قولوا له oui, puisque نتوما عندكم au minimum 110. Donc vous pouvez travailler avec des diamètres supérieurs. Donc vous avez les résultats que l'on a trouvés sont les diamètres minimaux. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Dieu, mais si on travaille avec des diamètres, voilà, les diamètres adoptés, les normes tableau, ça va être plus cher. Absolument, absolument. Mais ça va être plus cher, mais ça va être plus facile à poser parce que on va choisir un ou deux diamètres. Donc ça sera en termes de pose, c'est plus facile. هذا ما كان. Et باش ما نكتروش par exemple si vous avez disons des projets très importants ماشي واحد يقول انا واش ندير هنايا 110 بعد واش ندير هنايا 125 تسمى شويه خلوطه. Donc il y a sur chantier on essaie d'uniformiser un petit peu. بالك نخدموا avec deux diamètres. Mais حنا هذا ما يهمناش. حنا واش يهمنا حنا on a fait le calcul, on a les diamètres minimaux ومن بعد في الشانtier دبروا راسهم. D'accord? Nous on a fait le calcul. C'est-à-dire الخدمه تاعنا درناها. Oui. OK? Bien. Est-ce que vous avez reçu le partage d'écran? Non. Vous l'avez? Non, monsieur. Bon, je suis désolé, mais la connexion n'est pas très bonne, donc on va être obligé. Bon, je vous ai donné les documents, donc on va travailler sur les documents que je vous ai envoyés. Oui. Vous savez que le partage d'écran là-dessus, il n'y a rien. Bon. Alors, maintenant, on va faire un peu de cours. On va essayer d'avancer le cours par les installations de production d'eau chaude. Je vous ai envoyé un cours. Je vous ai envoyé un fichier pour les cours concernant les différents modes de production d'eau chaude sanitaire. C'est bon, vous l'avez?
C'est bon? Une minute, monsieur. Donc, je vous l'ai envoyé il y a quelques jours. Et on a parlé de... vous l'avez lu un petit peu ou là? Non, monsieur, قريتوه ولا ما قريتوش؟ non. Non. Ben, c'est dommage. Bon, معليش. On va faire le cours, mais là, comme je vous l'ai déjà donné, donc on va essayer... Moi, je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc, vous allez prendre des notes. Donc, je vous ai donné un résumé de cours. Et vous allez prendre des notes pour ce qui n'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on a comme différents modes de production d'eau chaude sanitaire dans l'habitat, par exemple, vous avez en général une production, ce qu'on appelle une production instantanée. C'est ce qu'on appelle des chauffe-bains ou des chauffe-eau. Je ne sais pas si vous avez chez vous. En général, on a soit des chauffe-bains ou des chauffe-eau, ou bien on a une petite, là on a ce qu'on appelle un ballon, un ballon d'eau chaude. Donc on voit ce qui existe dans l'habitat individuel. Alors, l'eau chaude, comment on les préparer de manière instantanée? Ça veut dire quoi de manière instantanée? Instantanée, ça veut dire que vous n'avez pas un stockage d'eau chaude. Vous n'avez pas un stockage d'eau chaude. C'est-à-dire que vous n'avez pas un ballon. C'est-à-dire au moment où j'ouvre mon robinet d'eau chaude, vous avez le chauffe-bain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le brûleur qui se met en marche et qui va réchauffer l'eau au moment où j'en ai besoin. Quand je ferme mon robinet d'eau chaude, le brûleur, il s'arrête. On est d'accord? Oui. Donc en fait, comment elle se prépare de manière instantanée? Vous avez l'eau froide qui va circuler dans une tuyauterie en cuivre, et vous avez la flamme qui va venir chauffer ce tuyau, et donc l'eau va être réchauffée. Donc le tuyau, on l'appelle, c'est un échangeur de chaleur, puisque ça permet d'échanger la chaleur entre la flamme qui est brûlée et l'eau chaude. Bien. Ça, c'est le premier système qui est très utilisé chez nous en Algérie. Et vous avez un deuxième système, vous avez ce qu'on appelle un ballon d'eau chaude, qui va stocker de l'eau chaude. Ce ballon d'eau chaude peut être réchauffé soit avec du gaz, c'est-à-dire kiff avec un système de brûleur, comme il peut être réchauffé avec une résistance électrique. Bon, dans le cadre de ce cours, on ne va pas regarder le chauffage eau chaude dans l'habitat individuel. Ce sont des systèmes qui sont connus, qui sont classiques. Vous avez des exemples de solutions, il n'y a même pas de calcul à faire. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Bien. Donc on n'a pas besoin de faire un calcul de dimensionnement. C'est bon pour l'instant? Oui. Bien. Donc ça, c'est ce que je vous ai donné en introduction. J'ai écrit dans l'habitat individuel, l'eau chaude est souvent produite de manière instantanée, etc., etc. Maintenant, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours, c'est la production collective. C'est-à-dire que j'ai une production d'eau chaude qui va alimenter, par exemple, un hôpital complet, ou bien qui va alimenter un hôtel complet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une production collective d'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que c'est une production collective. Ce n'est pas pour un habitat individuel. Donc une production individuelle, c'est dans le cadre d'un logement, et une production collective, c'est dans le cadre d'un grand ensemble. Alors cette production collective, elle n'est pas facile à calculer. Il n'y a pas de solution simple. Donc là, on a besoin de faire un calcul de dimensionnement. Dans un logement, c'est pas la peine de faire le hsabat, c'est des choses qui sont connues dans le cadre d'un grand ensemble, un hôpital, hôtel, etc. Vous devez faire des calculs.
Et puis, il y a plusieurs systèmes possibles. Alors, avant de faire un calcul, il faut analyser comment les gens consomment l'eau chaude. Comment les gens consomment l'eau chaude. Prenons un exemple. Si vous êtes dans un bâtiment, dans un immeuble, imaginez que dans un immeuble, je fasse une production d'eau chaude collective pour tout l'immeuble. Ah, c'est pas tout le monde qui va utiliser l'eau chaude en même temps. On est d'accord? Oui. C'est pas tout le monde qui va... il y en a qui vont utiliser l'eau chaude à 6 heures du matin, d'autres vont l'utiliser peut-être le soir vers 18 heures. كل واحد كيفاش يستعمل المسخون. Donc, il n'y a pas de, disons, d'uniformité dans les usages. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà analyser le rythme, ce qu'on appelle le rythme de puisage, c'est-à-dire comment les gens consomment l'eau chaude. Et quand vous analysez ce rythme de puisage, vous allez déduire des moments où les gens vont le plus utiliser l'eau chaude. Si je vous dis, prenons un exemple, pour un logement, d'après vous, quand est-ce qu'on va utiliser l'eau chaude en grande quantité, c'est-à-dire en termes statistiques? Je vous pose la question. Le logement. Quand est-ce qu'on utilise l'eau chaude le plus? Est-ce que c'est le matin, la chia, c'est l'île? D'après vous. Tout le temps. D'après vos habitudes, d'après l'habitude des gens qui vivent avec vous. Monsieur. Le soir. Merci, là, là. Donc, Thomas, vous dites, par exemple, c'est plus la chia. Oui. Oui. C'est-à-dire vers 18h, 17h, 18h. Ça varie, monsieur. Ça va. Je sais que ça varie, mais ils ont une fourchette à peu près. À partir de 18h, voilà. Bien. Moi, je vous dirais que, en général, hein, maintenant vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. En général, l'eau chaude, on va surtout l'utiliser les jours fériés, en général donc le vendredi ou là, parce que c'est là où on donne le bain aux enfants, par exemple. D'accord? Certains vont dire que la période, c'est ce qu'on appelle la période de pointe. Il y en a qui disent non, en général, c'est quand on rentre du travail, le soir, qu'on va utiliser l'eau chaude. Oui. D'accord? Donc vous avez ce qu'on appelle des périodes de pointe, c'est-à-dire des périodes où on utilise le plus l'eau chaude. Ok? Oui. Prenons le cas d'un hôtel, par exemple. D'après vous, dans un hôtel, quand est-ce que vous allez avoir le plus, pour ce qui concerne le plus de consommation d'eau chaude? D'après vous, pour un hôtel. Le matin et l'après-midi. Exactement. Et c'est classique, le matin. En général, ceux qui sont à l'hôtel, par exemple, si c'est des gens qui viennent pour affaires ou là, Voilà. le matin, ils peuvent prendre une douche ou là, déjà se laver, etc., avec de l'eau chaude. Et puis quand ils rentrent le soir, ils vont utiliser de l'eau chaude. Donc, effectivement, par exemple, dans le cadre d'un hôtel, vous allez avoir peut-être deux périodes de pointe. Une période de pointe qui va se passer le matin, disons entre 6h et 7h du matin, entre 6h et 8h en colo, et puis une autre période de pointe entre 18h et 20h. Donc là, on est dans le cas typique où vous allez avoir deux périodes de pointe. Bien. C'est bon? Oui. Vous êtes avec... Donc en gros, si je dois résumer, dans les systèmes collectifs, on doit définir les périodes de pointe. C'est quand on aura défini ces périodes de pointe que l'on pourra aller vers un dimensionnement. Avant, on ne peut rien faire. Donc, à peu près. Donc, on est obligé de définir des périodes de pointe. Bien.
Si je prends le cas t'as l'hôtel, si je prends ce cas-là, vous avez une période de pointe. La première période de pointe, je vais consommer peut-être 30 ou la 40% à la consommation journalière. Et la deuxième période de pointe, je vais consommer 60 ou la 70% de la consommation journalière. Oui. Donc en fait, dans une période de pointe, je vais avoir un équivalent en termes de consommation journalière. Belek la moitié, belek un peu moins, belek un peu plus. D'accord? Quand j'ai deux périodes de pointe. Donc selon le système selon la manière de consommer, je vais choisir un système de production d'eau chaude adapté. Donc il y a plusieurs manières de faire, de choisir un système de consommation. Bien. Alors, ce que j'ai donné dans ce que je vous ai transmis, je vous ai dit les différents modes de production d'eau chaude sont classifiés en 4 catégories. Vous avez ce qu'on appelle la production instantanée. Une autre, c'est une production semi-instantanée, une production en semi-accumulation et une production en accumulation. Bien, production instantanée. Qu'est-ce que je vous ai dit d'après vous, c'est quoi une production instantanée? Si je vous pose la question. Monsieur, il n'y a pas de stock. Voilà, il n'y a pas de stockage. Oui. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle, par exemple, c'est un chauffe-eau ou un chauffe-bain. D'accord? Oui. Si vous avez à la maison un chauffe-eau et un chauffe-bain, c'est ce qu'on appelle une production instantanée. Il n'y a aucun stockage, donc il n'y a aucune réserve d'eau. Donc, le problème, c'est que lorsque vous avez une production instantanée, vous devez produire en termes de quantité de chaleur, vous devez produire une quantité de chaleur au moment où on en a besoin. Donc là, c'est un système qui va consommer en termes d'énergie une grande puissance, parce que j'en ai besoin à l'instant T. D'accord? Et en général, on utilise ce système dans des cas où je peux me permettre d'avoir une puissance importante. Bien. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle la production semi-instantanée. Moi, je m'appelle les semi-instantanés. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, on a une période de pointe. D'accord? Quand vous analysez la consommation d'un bâtiment, vous avez une période de pointe. Prenons le cas de l'hôtel, vous avez une période de pointe entre 6 heures du matin et 8 heures du matin. C'est une période de pointe. À l'intérieur de la période de pointe, vous avez ce qu'on appelle des pics. Donc vous avez par exemple une consommation importante, mais de temps en temps, elle comme un pic, c'est-à-dire que la consommation est là à un maximum. OK? Donc vous avez ce qu'on appelle un pic. Alors, quand vous dimensionnez en semi-accumulation, vous ne dimensionnez pas pour le pic. Vous dimensionnez pour la consommation qui se passe pendant la période de pointe. Et donc les pics, ils vont être pris en charge par OK? Donc, si je reprends, en production instantanée, elle doit pour les pics semi-instantanés, une moyenne pendant la période de pointe. Monsieur? Pic qui dure pas. Un pic qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Pendant 10 minutes, vous avez une consommation très importante. C'est-à-dire, au-dessus de la moyenne, c'est pris en charge
par un stockage. Donc c'est pour cela qu'on dit en production limitée et prévue. Donc on a un ballon. Chaude, eh bien, il remplit d'eau, ce qui est réchauffé, et vous avez reconstitution de l'eau chaude. C'est bon? Vous voyez la différence entre spontané et semi-spontané? C'est bon? معليش تعاود باش بس الصورة ما يتقطع ما سمعنا والو. Vous avez une consommation moyenne. Monsieur. Moyenne. Vous m'entendez? Oui. Donc. Oui? Oui. Ça s'est coupé ou là? Oui monsieur سيكو. Oui, monsieur, c'est oui. ما سمعناش. Maintenant c'est bon? Oui. Oui. Donc je reprends. En production semi-instantanée, vous avez, bon, reprenons depuis le début. Donc vous avez une consommation pendant une période de pointe. Vous avez une consommation, on va dire, moyenne. D'accord? Oui. Et la consommation moyenne, vous avez aussi, pendant la période de pointe, vous avez des pics. Vous avez, de temps en temps, peut-être la consommation au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc, en production semi-instantanée, vous allez dimensionner par rapport à la moyenne pendant la période de pointe. Et le pic, il sera pris en charge par le ballon. Parce que dans le cas de semi-instantané, vous allez mettre en place un ballon d'eau chaude. C'est bon jusque-là? Oui. Bien. En semi-accumulation. Maintenant, le troisième système, c'est le système en semi-accumulation. Donc, en semi-accumulation, donc là, vous allez mettre en place un ballon qui va prendre en charge une période de pointe. Et qui va prendre en charge la consommation de la période de pointe. Le système en semi-accumulation, c'est typique si je prends l'exemple d'un hôtel. L'exemple d'un hôtel, vous avez une première période de pointe le matin et vous avez une autre période de pointe l'après-midi. Donc, le système en semi-accumulation, je vais calculer la consommation pendant la première période de pointe et je vais mettre un ballon pour prendre en charge, c'est-à-dire le volume du ballon, ça sera le volume d'eau chaude qui va être consommé la première période de pointe. D'accord? Oui. Ensuite, qu'est-ce qui va se faire? Par exemple, si je prends le cas de l'hôtel, le volume du ballon, il va prendre en charge donc la première période de pointe. Comme il y a moins de consommation, pendant la période, par exemple, entre 10h du matin et 14h, avec le ballon, il va se réchauffer et il va être prêt à être utilisé pour la deuxième période de pointe, c'est-à-dire l'ashia. Donc là, c'est ce qu'on appelle semi-accumulation. C'est-à-dire là, si je relis ce que je vous ai donné, un volume de stockage est prévu et ce stockage permet de couvrir les besoins sur une période de pointe de quelques heures. D'accord? Et entre les deux périodes de pointe, vous avez un réchauffage à l'eau froide. OK? Oui.
Voilà. Ensuite, vous avez le système en accumulation totale. En accumulation totale, ça veut dire quoi? Vous calculez la consommation journalière. Si vous trouvez que la consommation journalière, c'est 1000 litres d'eau chaude par jour, eh bien, vous allez mettre un ballon à 1000 litres d'eau chaude. Donc, avec le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'eau chaude pour la journée. Et quand il va se vider, pendant la nuit, il va réchauffer l'eau chaude. D'accord? Oui. Donc, les deux derniers systèmes, semi-accumulation et accumulation, ils sont dimensionnés à partir de la consommation journalière. C'est-à-dire que si je prends semi-accumulation, si j'ai plusieurs périodes de pointe, je vais dimensionner mon système par rapport à la période de pointe la plus défavorable et je vais avoir pour l'eau, le ballon, il va être équivalent peut-être à 40% à la consommation journalière. Et en accumulation totale, c'est 1% de la consommation journalière. Ça, c'est un raisonnement par rapport à la consommation. Et le système en instantané et semi-instantané, là, je ne vais pas raisonner avec la consommation, je vais raisonner avec le débit. Donc, j'ai un débit de pointe et je vais dimensionner avec le débit de pointe. Pour le semi-instantané, je vais prendre un peu moins que le débit de pointe et je vais rajouter un stockage pour les pics. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les différents systèmes. Alors, je vous ai donné une description de la production instantanée. Bien. Donc, Oui. Alors, le système instantané, donc, comme on l'a dit, il est dit instantané lorsqu'il ne dispose d'aucune réserve d'eau chaude sanitaire. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, deuxièmement, sa puissance est suffisante pour absorber les débits de pointe. D'accord? Oui. Vous avez le document en face des yeux? Oui. D'accord, donc on va le lire ensemble. Toute l'eau froide est réchauffée au moment où elle est soutirée. D'accord? Donc comme je n'ai pas de ballon, donc dès que l'eau froide passe par l'échangeur, elle est réchauffée. Donc ce système conduit à prévoir une puissance d'échange et de production de chaleur importante. Donc vous avez comme inconvénient, c'est que ça conduit à des puissances de chaleur importantes. Je vous ai donné une figure. Est-ce que vous l'avez? Oui. Vous la voyez? Figure 1. Voilà, figure 1.1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez à droite donc l'eau froide qui entre. Elle arrive vers l'échangeur. Et ensuite, elle va ressortir chaude et va aller vers la distribution. D'accord? À gauche, avec l'échangeur, il est alimenté soit par un système au gaz, donc par un système de vannes, de circuits primaires, de pompes, etc., etc. OK? Donc, le schéma de principe d'un préparateur instantané, c'est quoi? C'est que vous avez un échangeur et vous avez l'échangeur, il est alimenté par un système au gaz ou un système panneau solaire ou peu importe, ou un système électrique par l'électricité, peu importe. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, vous avez un échangeur. Alors vous avez l'échangeur externe, comme je l'ai fait dans le dessin, mais ce que vous avez chez vous, par exemple un chauffe-eau et un chauffe-bain, l'échangeur de chaleur, c'est un serpentin en cuivre. Vous avez chez vous le chauffe-bain, dont un serpentin en cuivre. Et où est l'échangeur? Il va échanger la chaleur entre quoi et quoi? Si je vous pose la question, l'eau froide, comment elle va être réchauffée?
Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Comment dans un chauffe-eau, l'échange de chaleur, il se fait entre quoi et quoi? Comment l'eau chaude est réchauffée? L'eau froide, elle va pas mal chaud. Oui, mais l'eau froide, comment elle est réchauffée? Il y a une flamme. Voilà, il y a une flamme, exactement. Avec la flamme, elle va chauffer quoi? Serpentin. Elle va réchauffer, Tu elle va réchauffer, en cuivre. voilà, elle va réchauffer l'air qui est autour de la tuyauterie en cuivre. D'accord? Et donc, vous avez avec la chaleur de l'air, parce qu'avec la flamme, elle réchauffe l'air qui est autour. Donc, avec la chaleur qui est dans l'air, elle va aller vers l'eau chaude, vers l'eau froide. Et l'eau froide va se réchauffer et va se transformer en eau chaude. Donc, vous avez un échange de chaleur entre l'air et l'eau. L'air, comment il est réchauffé? Il est réchauffé avec une flamme qui vient du gaz. D'accord? Donc, vous avez, c'est ce qu'on appelle un échangeur de chaleur. Donc, je vais vous l'appeler tout le cours, les échangeurs de chaleur avec monsieur Jacob. Oui. Donc, c'est ça un échange de chaleur. Donc, là, c'est un échange de chaleur air-eau, c'est-à-dire un échange de chaleur entre l'air et l'eau. Bien. Donc, si on lit le cours que je vous ai donné, je vous ai dit que le schéma de principe instantané, vous avez des avantages et vous avez des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il est simple à dimensionner, il est simple à installer. Pourquoi il est simple à dimensionner et installer? Parce que vous n'avez pas besoin d'un ballon. Donc, vous gagnez de la place. Vous avez ce qu'on appelle un phénomène de corrosion limité, puisque l'eau ne reste pas, elle n'est pas stockée, donc il n'y a pas de corrosion. Vous avez, comme l'eau ne reste pas aussi et ne stagne pas, puisque j'utilise l'eau chaude quand j'en ai besoin. Donc, comme je n'ai pas de stagnation d'eau, vous n'avez pas de développement de bactéries. Donc, vous n'avez pas de microbes qui vont se développer dans la tuyauterie. Parce que dès que vous avez de l'eau, vous avez des microbes qui vont se développer. Là, comme je n'ai pratiquement pas de stockage, donc je n'ai pas de microbes. Bon, un entretien qui est facile. Et puis, bon, on dit matériel évolutif parce que je peux augmenter la puissance dans la plaque, dans l'échangeur TE, en fonction des besoins. Parce que quand vous allez acheter un échangeur externe, vous allez l'acheter avec un certain nombre de plaques, mais vous pouvez rajouter d'autres plaques, donc vous pouvez augmenter sa puissance. Donc c'est pour ça qu'on dit matériel évolutif. Bon, l'inconvénient, c'est que vous avez besoin d'un fluide primaire permanent. Le fluide primaire, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de mettre en place un système de chauffage pour chauffer l'eau de manière permanente. L'inconvénient le plus embêtant, c'est le deuxième, c'est que vous avez besoin d'une puissance importante. D'accord? Vous avez besoin d'une puissance importante pour préparer l'eau chaude au moment où vous en avez besoin. Ça, c'est le gros inconvénient. Ensuite, c'est un système qui s'emparte rapidement, c'est-à-dire que vous avez du calcium, du magnésium qui va se mettre dans les canalisations et qui va boucher rapidement les canalisations. Ensuite, comme vous n'avez pas de stock, si jamais vous avez une panne d'électricité ou là si vous avez des coupures ou là, ben, vous ne pouvez pas utiliser l'eau chaude. Comme il n'y a pas un ballon de stockage, donc tout de suite, vous êtes embêté s'il y a une panne quelque part dans le système. D'accord? Oui. Bien. Prenons le deuxième système. Le deuxième système, c'est la production en semi-instantané ou la semi-accumulation. Alors, ces deux systèmes, vous avez un ballon.
Donc, je vous ai donné un schéma. Vous avez un schéma. Donc, vous avez à droite l'eau froide qui arrive. L'eau froide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par le ballon et elle passe par l'échangeur. Bien. Le ballon, donc cette eau froide qui passe par le ballon va se réchauffer et l'eau froide qui passe par l'échangeur, elle aussi va se réchauffer. Et les deux sources d'eau chaude, c'est-à-dire l'échangeur et le ballon, ils se rejoignent pour aller alimenter le réseau. D'accord? Donc vous avez, bien sûr, vous avez des pompes, ce qu'on appelle des pompes de charge, des pompes primaires, etc., etc. Donc voilà le principe de ce système. Je vous ai donné aussi la figure 1.4. Donc vous avez un autre système en semi-accumulation où cette fois-ci, l'échangeur, il est interne au ballon. Donc dans la figure que je vous ai donnée, la figure 1.2, l'échangeur, il est externe au ballon, c'est-à-dire il n'est pas avec le ballon. D'accord? Oui. Et dans la figure 1.4, vous avez donc, c'est le même système, mais cette fois-ci, l'échangeur, sous forme de serpentin en cuivre, donc en général c'est du cuivre, là, où vous avez donc l'échangeur, il est à l'intérieur du ballon. Donc ce sont deux systèmes qui peuvent être utilisés en semi-accumulation ou là en semi-instantané. Bien. Alors, les avantages. Les avantages, c'est que, bon, on trouve chez les fabricants des tas de systèmes standards. Ce sont des produits classiques qui existent. Surtout le système avec serpentin. Donc, ça existe dans la façon, c'est quelque chose de classique. La puissance, cette fois-ci, quand vous avez un ballon, donc vous gagnez en termes de puissance. Donc vous avez une puissance qui est inférieure que dans le cas en préparation instantanée. Bon, l'entretien, c'est un entretien standard, classique, marouf. Alors parmi les inconvénients, l'inconvénient le plus important, c'est que vous rajoutez du matériel. C'est-à-dire vous allez rajouter des pompes et vous allez mettre un ballon. Donc il faut y trouver une place. Il faut faire la relation entre le ballon, etc. Donc c'est un système un peu plus compliqué en termes de pose, mais vous gagnez la puissance. OK? Ensuite, dernier système, c'est la production en accumulation totale. Là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit le stockage, il est égal à la consommation journalière. Il est égal à la consommation journalière. Donc vous devez calculer la consommation journalière et faire le stockage qui correspond. Alors, en général, donc, prenons un exemple. Moi, par exemple, si je consomme 1000 litres d'eau chaude par jour, d'accord? Donc, je vais préparer 1000 litres d'eau chaude et donc je vais les mettre dans des ballons. Donc, il me faut au moins des ballons d'au moins 1000 litres. Bien, à la fin de la journée, moi, j'aurai consommé les 1000 litres. Donc, il faut réchauffer l'eau. Parce que, comme vous le savez, quand je consomme de l'eau chaude d'un ballon, le ballon, il a une entrée d'eau froide et l'entrée d'eau froide, elle est en général en bas. Toujours en bas. Et vous avez une sortie d'eau chaude, elle est toujours sur la partie supérieure du ballon. Donc, quand j'utilise de l'eau chaude, d'accord? Donc, l'eau chaude va sortir par le haut du ballon. Donc, cette eau chaude, elle va être, ce que je vais sortir, va être remplacé par de l'eau froide par en bas. OK? Oui. Donc, au fur et à mesure de la journée, c'est-à-dire que l'eau froide, va être là.
et à un moment donné, je vais avoir un peu de l'eau tiède en fin de journée, c'est-à-dire que je n'aurai plus vraiment de l'eau chaude. À la fin de la journée, il faut réchauffer le ballon. Alors en général, dans des systèmes avec ballon, on réchauffe l'eau froide la nuit, c'est-à-dire au moment où personne n'a besoin d'eau chaude, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin. C'est-à-dire en général, on choisit une période à 6 heures et ça permet de réchauffer tout doucement l'eau froide de manière à ce que l'eau chaude soit prête à 6 heures du matin. Bien. Il y a une remarque sur les ballons. Il y a une remarque sur les ballons très importante. Lorsque vous avez, c'est-à-dire que, je vais vous poser la question, pourquoi on doit mettre la sortie d'eau chaude sur la partie supérieure du ballon? Pourquoi on doit faire ça? Je vous écoute. Non, il n'y a pas de vapeur à l'intérieur d'un ballon, il y a de l'eau, hein. L'eau elle est chaude. Pourquoi on doit mettre la sortie d'eau chaude dans la partie supérieure du ballon? Toujours, hein. Les microbes اللي يكونوا في تحتها. Non, 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 non. Les microbes, là, si jamais il y a des microbes, ils vont coloniser bien le ballon, hein. Rappelez-vous vos cours de physique. Monsieur, l'eau se dilate. Voilà, donc l'eau chaude, elle se dilate. Donc si elle se dilate, sa masse volumique, كيفاش Augmente. تطلع ولا تنقص؟ Elle augmente. Voilà. Elle Non. augmente. Puisqu'elle se dilate, c'est-à-dire vous avez moins de molécules d'eau dans un mètre cube. Donc ça veut dire que l'eau chaude, elle est plus légère que l'eau froide. D'accord? Oui. Donc quand vous avez dans un ballon, vous avez des molécules qui sont à différentes températures. D'accord? Il faut regarder au niveau microscopique. Donc vous avez des molécules d'eau. Il y en a une qui est à 12 degrés, l'autre elle est à 40, une autre molécule elle est à 60, et donc ça veut dire que donc les molécules qui sont à 60 degrés, ils tombent. D'accord? Donc en fait, c'est comme pour l'air, hein. L'air chaud il monte, hein, et l'air froid il reste de tête. D'accord? Oui. Donc, c'est pour cela que quand on met un ballon d'eau chaude, le ballon d'eau chaude, il faut faire la sortie Melfort. C'est-à-dire, Melfort, vous allez avoir les molécules les plus chaudes. D'accord? Et l'entrée d'eau froide, il faut la mettre Meltat. C'est-à-dire, Meltat, vous allez avoir les molécules d'eau les plus froides. Donc, toujours, c'est une règle, la sortie de l'eau chaude, toujours le fort. Toujours. Le candidat ailleurs, ça veut dire que c'est une faute, c'est une erreur grave. Donc toujours, la sortie tellement d'Emen le foc. Bien. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est une remarque importante. Donc ça, il faut vous rappeler un petit peu vos cours de physique. Bon, alors, en général, les ballons en accumulation totale, en général, on les utilise avec un système électrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cumulus. Le commerce, des cumulus. Bon, en termes techniques, on les appelle aussi des accumulateurs, etc. Donc, c'est des systèmes qui fonctionnent très souvent avec l'énergie électrique. Et puis, ils ont une horloge, c'est-à-dire que vous les réglez pour qu'ils se mettent à se réchauffer à minuit et ils s'arrêtent à 6 heures du matin, de manière à ce que le système est à 6 heures du matin. Et pendant la journée, vous avez de l'eau chaude. Bon. Alors, ce que j'ai écrit, ce système il est déconseillé pour les établissements hospitaliers. D'accord? Le système, on ne l'utilise pas normalement pour les hôpitaux, parce que comme il y a beaucoup de stockage, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que vous pouvez avoir le développement de microbes et de bactéries, et à ce moment-là, ça risque de contaminer le réseau et peut-être arriver vers les malades. Déjà, les gens qui sont à l'hôpital, ils sont déjà malades. Si en plus, ils reçoivent une bactérie qui va leur donner une diarrhée ou la chaja, donc automatiquement,
c'est un système normalement qui doit être interdit dans les hôpitaux, là où il y a un risque. C'est bon? Oui. Bien. Alors, les avantages, bon, vous les avez. Alors, le gros avantage, c'est que la puissance à mettre en place, elle est beaucoup plus faible que en instantané. D'accord? Pourquoi elle est beaucoup plus faible? Parce que on va réchauffer l'eau entre minuit et 6 heures du matin. C'est-à-dire, on va prendre cette soya pour réchauffer l'eau. Comme vous savez, la puissance c'est quoi? C'est une énergie divisée par le temps. Une puissance, c'est en watts. D'accord? Oui. Un watt, c'est quoi? C'est un joule divisé par une seconde. Donc, c'est une énergie divisée par le temps. Donc, si je prends le temps, ça veut dire que la puissance, ok? Oui. Mais instantané. En instantané. Moi, j'ai besoin de, par exemple, si je fais en instantané, c'est quoi? C'est-à-dire que je dois produire une énergie en très peu de temps. C'est-à-dire en quelques secondes, c'est-à-dire c'est une affaire de 2-3 secondes. Donc, si je divise l'énergie par un temps très faible, c'est-à-dire que la puissance qui paiera. D'accord? Oui. Donc, l'avantage du ballon, c'est que vous allez avoir besoin de très peu de puissance. Bien, ça c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est que parfois le volume il est très important. Si je prends un hôtel ou là si je l'alimente en accumulation totale, il me faut beaucoup de place. Avec l'hôtel, avec les 10 000 litres ou là, d'eau chaude. Donc, donc ça va prendre énormément de place. Autre inconvénient, c'est que pendant la période où je suis en train de chauffer l'eau, vous ne pouvez pas utiliser l'eau chaude. C'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin, pendant que je suis en train de chauffer l'eau, il n'y aura pas d'eau chaude. Et pendant la journée, pendant que je suis en train d'utiliser l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Puisque la ligne fait le masron, il va être remplacé par de l'eau froide. Donc progressivement, pendant la journée, avec l'eau qui est dans le ballon, qui était chaude pour 6 heures du matin, en fin de journée, elle devient tiède. Donc elle ne répond pas aux exigences. Donc elle devient tiède. Donc en fait, ceux qui auront de l'eau chaude, ce sont ceux qui vont utiliser le ballon le matin. Et Talachia, ils auront de l'eau tiède, ils n'auront pas une eau vraiment chaude. Donc voilà les inconvénients et les avantages de ce système. C'est bon? Oui. Donc voilà un petit peu rapidement. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de relire le cours derrière. Donc vous avez, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai 4 systèmes. J'ai un système en instantané, un fiche stockage. Donc je produis de l'eau tout de suite. L'inconvénient, c'est que je vais utiliser une grande puissance. Comme avantage, c'est que comme je n'ai pas de stockage d'eau, je n'ai pas de risque de prolifération de bactéries. Ce sont des systèmes simples, d'accord? Le deuxième système, ce que j'appelle semi-accumulation ou semi-instantané, donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un stockage plus un échangeur. Dans le cas de semi-instantané, le stockage, il va servir à régler le problème des pointes, les pics, les maximums. Et pour le semi-accumulation, je vais calculer en fonction des périodes de pointe. Là, je vais calculer le volume dont j'ai besoin pour la période de pointe numéro 1 et le volume que j'ai utilisé pour la période de pointe numéro 2. Donc là, je vais résoudre en volume. Et pour ce qui concerne en accumulation totale, là aussi, je vais résoudre en volume et je vais calculer le volume dont j'ai besoin pour la journée. Bien. Alors, bien sûr, pour maintenant faire les calculs, j'ai besoin de faire
et calcul de consommation. Donc, vous est donné, chapitre 2, calcul de consommation. D'accord, Maria? Oui. Alors, je vous ai donné un tableau 2A. Donc, le tableau de 1, c'est les besoins d'eau chaude par logement suivant le nombre d'appareils et de personnes. OK? Oui. Ensuite, je vous ai donné un tableau de 2, c'est les besoins journaliers d'eau chaude par logement. D'accord? Le tableau de 2, c'est par exemple type de logement 2 pièces, j'ai besoin de 75 litres par jour et par appartement, et on vous donne l'eau à 60 degrés. Hein. Donc l'eau, toujours quand on donne les besoins, on donne à une certaine température. La référence en général, c'est 60 degrés. Bien. Donc, dans le tableau de 1, c'est en fonction du nombre d'appareils et en fonction du nombre de personnes. Et le tableau de 2, c'est par logement. Chez Kif Kif. Hein. Oui. Ensuite, le tableau 2-3, c'est les besoins en eau chaude. Alors là, on n'est plus dans les logements. Hein. C'est autre que logement, c'est en usage collectif. Donc, je vous ai donné les hôtels, les foyers, les hôpitaux cliniques, écoles, maisons de retraite, casernes, usines, bureaux, gymnases, restaurants, etc., etc. D'accord? Oui. Donc, si je prends un hôtel 2 étoiles, en général, la consommation, elle est entre 100 et 140 litres par chambre et par jour. OK? Oui. Ensuite, vous avez les besoins en milieu hospitalier, c'est-à-dire que si vous voulez faire un calcul un peu précis, en milieu, en hôpital, vous allez utiliser le tableau 2-4. Ensuite, vous avez le tableau 2-5. Besoin pour cuisiner. Voilà, pour les cuisines, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, la cuisine centrale et cantine. Alors, je vous ai donné deux exemples. Les deux exemples, on les a fait l'année faite quand on a fait la consommation d'eau froide. Enfin, l'année faite, c'est-à-dire le semestre passé. Oui. OK. OK. On a fait l'exercice, mais avec l'eau froide. Et je vous ai donné là le même exercice pour calculer l'eau chaude. Bien. Alors, on va essayer de le faire ensemble maintenant. Premier exercice. On a un immeuble qui a 12 logements de 4 pièces. Dans chaque logement, il y a un évier, un lavabo, baignoire, et il y a 4 personnes en moyenne dans les logements. Et 4 logements de 5 pièces, donc il y a un évier, 2 lavabos, baignoire, douche. En moyenne, dans chaque logement, il y a 5 personnes. Calculer la consommation d'eau chaude journalière de cet immeuble. Alors, d'abord, on va utiliser le tableau 2-2. Utilisez le tableau 2-2 et faites le calcul, s'il vous plaît. Comme c'est des logements, on peut utiliser le tableau 2-2 comme on peut utiliser le tableau 2-1. Maintenant, on va utiliser le tableau 2-2. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un logement de 4 pièces. La consommation théo 150 litres. 150 litres. Un des 12 logements. Donc, je fais 150 fois 12. OK? Et j'ai 4 logements de 5 pièces. Le logement de 5 pièces, je fait? La consommation théo 200. 200. Donc, je fais 150 fois 12 plus 4 fois 200. Ça fait combien? 2600. Alors attention, il faut bien écrire. C'est 2600 litres à 60 degrés. D'accord? Donc vous écrivez 2000. Donc vous écrivez premièrement utilisation du tableau 2-2.
utilisation du tableau 2.2, on trouve 2600 litres à 60 degrés. Il faut toujours donner la température. OK? Oui. Bien. Maintenant, utilisez, deuxième technique, utilisez le tableau 2.1. Allez-y, je vous laisse 5 minutes. Essayez d'utiliser le tableau 2.1. Alors, le tableau 2.1. Si je prends le logement 4 pièces, 4 pièces, il y a des éviers, lavabo, baignoire. Il y a des 4 personnes. واش ناخذ Quelle valeur je vais prendre? Des éviers, lavabo, baignoire. Monsieur, 132. Oui, 132. Je vais prendre 132 litres. Très bien. 132 litres à 60 degrés. Bien. Maintenant, le logement 5 pièces. Donc, un des éviers, 2 lavabos, baignoire et douche. On a dit 5 personnes. Hein? 188. Litres était 188. 248. Voilà, 248, oui. Parce que j'ai 2 lavabos, hein. Oui. Donc c'est le dernier cas, lui, Oui, monsieur. donc c'est 248. Donc si je fais la consommation, ça va faire 12 fois 132 plus 4 fois 248. Donc je vais trouver combien? 2576. Voilà, 2500. C'est presque comme tout à l'heure. On a trouvé 2600, 2576. C'est kiff pratiquement. D'accord? Donc ça nous donne, alors attention, il faut écrire 2576 litres à 60 degrés. C'est bon? Oui. Donc pour les logements, c'est assez simple. Hein? Maintenant, on va prendre le deuxième exercice. C'est un bâtiment hospitalier. Donc on a dit un bâtiment hospitalier qui comporte au rez-de-chaussée un service de 10 cabinets de consultation, un service de soins de jour avec 20 lits. De soins de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est-à-dire les malades ils disent ou on met 3 étages d'hospitalisation. Là, le malade il peut rester, hein, puisqu'il est hospitalisé, de 28 lits par niveau. Calculer la consommation en eau journalière de ce bâtiment. Bien. Donc là, il faut regarder le cas par cas. Donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Utilisation du tableau 2.4. D'accord? Utilisation du tableau 2.4. Alors, واش عندي premièrement les consultations. OK? Oui. Alors, les consultations, شحال ناخذ؟ Vous avez le tableau 2.4, vous avez la consommation journalière. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 3 litres par 3 jour litres par par jour personne. par personne. Ça m'a 3 fois 10. Alors, consultation, donc c'est 3 litres. Bien. Maintenant, combien de personnes? Parce que c'est 3 litres
par jour et par personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire? On compte un visiteur par lit et 8 personnes par consultation. Donc, vous avez 10 cabinets de consultation. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez une consultation en ORL, un cabinet de consultation en médecine interne, une consultation, je ne sais pas moi, en chirurgie, etc. Donc, vous avez 10 cabinets de consultation. Tout le monde a la spécialité. Donc, j'ai 10 cabinets de consultation. Ça veut dire, on a dit 8 personnes par consultation. C'est-à-dire, chaque médecin, il va recevoir 8 malades. Donc, ça va faire combien de personnes? Monsieur, tu m'as chaque cabinet fait à 8 personnes. C'est-à-dire, le médecin, il s'appelle Farnahar et il s'appelle 8 personnes. Tu m'as 80. Voilà, c'est-à-dire 10 fois 8 fois 3. Donc, ça va me faire 80 fois 3, c'est-à-dire 240 litres par jour, les consultations. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est les consultations. Bien. Moi, je dis encore, Service de soins. voilà, on a un service de soins, c'est-à-dire des gens qui se blessent ou là, qui ils disent pour se soigner, ou là, ils ont un problème, ils viennent juste pour avec le soin. Donc, service de soins. Service de soins, moi je parle là, un service de soins avec 20 lits. C'est-à-dire, on dit 20 maximum, il 20 malades. Service de soins, je vais 25 litres par jour et par lit. Voilà, on va prendre 25 litres. Donc, moi j'ai 20 lits, donc ça va faire 25 fois 20, 25 fois 20, c'est-à-dire 500 litres par jour. Bien. On va aller les malades qui se trouvent sur les étages d'hospitalisation, c'est-à-dire, donc on va écrire le troisième. Donc, premièrement, consultation, on a 240 litres par jour. Deuxièmement, soins de jour, 500 litres par jour. Troisièmement, hébergement. Hébergement. Alors, hébergement, je vais aller le tableau de 4. 90. Donc j'ai 90 litres par jour et par lit. Oui. Donc j'ai combien de lits? J'ai 28 par niveau. 28. donc j'ai combien de niveaux? J'en ai 3. Donc c'est 3 fois 28 fois 90. 90 fois 3 fois 28. Donc j'ai 3 fois 28. 760. Voilà, 7560 litres. Bien. Bon, واش نقدر نزيد؟ Qui c'est qui va utiliser l'eau chaude واش نقدر نزيد؟ La cuisine. Les visiteurs. Oui, on peut rajouter les visiteurs. Bon, je ne sais pas si les visiteurs vont utiliser l'eau chaude. Mais allez, je ne sais pas, c'est jamais. Les Les médecins. visiteurs. Oui, Les médecins, اللي يخدموا في النهار. voilà. On va mettre aussi le personnel. D'accord? On va rajouter les visiteurs et le personnel. Alors, nous devons les visiteurs. Les visiteurs, on compte un visiteur par lit. C'est-à-dire, bon, en général, qui dit واحد مريض, il dit un visiteur معاه. Oui. Et le visiteur, dans le tableau, c'est 3 litres par jour et par personne. Donc, شحال dit les visiteurs? Il faut compter le nombre de lits. 28 fois 3 plus 20. Moi, je l'ai pour le nombre de visiteurs. Donc, moi, j'ai quoi? J'ai 20 lits تحت ou j'ai 3 fois 28 فوق. Donc, le nombre de lits, ça va être 3 fois 28 104. plus 20 104. fois 3 litres. Donc, ça me fait combien en tout? En litres par jour. 312. Combien vous trouvez? 312 Voilà, 312 litres
par jour. Ça, c'est les visiteurs. Le personnel. Alors, le personnel, on a 10 litres par jour et par personne. Oui, on compte un personnel pour 3 lits. C'est-à-dire que je vais prendre le nombre de lits total, je vais diviser par 3 pour trouver le nombre personnel, et ce que je trouve, je le multiplie par 10 litres. Allez-y, faites-le. Allez. Non, je ne trouve pas 60. C'est 3 fois 28 plus 20. Le tout divisé par 3. Ça, je peux trouver le nombre d'un personnel. On va vous multiplier par 10 litres. Euh, 346, 347. Et bon, là, on va arrondir à 347. Hein. Ça fait 347 litres par jour. OK? Donc, si je fais la somme, faites la somme maintenant de tout ce qu'on a trouvé. Donc, consultation 240, soins de jour 500, hébergement 7560, visiteurs 312, personnel 347. La somme, Oui, 1959. voilà. Donc, attention, il faut toujours écrire 8959 litres à 60 degrés. 8950 litres à 60 degrés. Oui, C'est bon? oui. Bien. Donc, en ce qui concerne le cours, on va s'arrêter là pour ce cours. On va regarder un petit peu le mini-projet que je vous ai donné pour le DTR. On va essayer de le voir ensemble. On va essayer de le comprendre. Je vous ai envoyé un mini-projet. C'est bon, là, comme Maya? Très comme ça. جبت لكم. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, dernière fois, avec un exercice. Quel exercice? Avec ta tiare. Eh, t'as la toiture. Oui. Oui. Mais خدمناه oui c'est vrai ما خدمناش complet. معليش نبدا بالميني بروجي ومن بعد on verra le truc de Tiaret soit maintenant soit la prochaine fois. D'accord? D'accord. C'est bon? Comme معايا في الميني projet? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, un mini-projet, il faut le faire bien, hein, parce que l'année prochaine, lorsque vous allez faire votre PFE, comme dès maintenant, vous allez beaucoup travailler sur le bilan. Les femmes, le bilan, il va aller vite.
اللي Monsieur, ما فهمش البيلون يتعطل. وانا لاني بروشين ما نقري لكمش البيلون. اتونسيون، البيلون il faut le maîtriser. Bilan hiver, bilan été, il faut faire ça correctement. Mais il y a des différences entre les étudiants. Il y a des étudiants qui ont bien travaillé les bilans, le mini-projet. Un bilan, parce que là, on fait des bilans simples hein, sur des petits projets. Semestre passé, on a sur un petit appartement, ou donc on va travailler sur un immeuble, c'est juste des bureaux, c'est facile. Et quand vous devez faire un bilan sur tout un hôpital, ou là sur une tour R+15, c'est simple. Donc un bilan, ça vous prend au minimum 3 semaines, 1 mois pour faire un bilan été et hiver correct. Comme شهر تاع خدمة. Donc اللي ما يخدمش هادو لي بيلون دابا يخدموا فوق وبالك ما يخدموش في شهر ولا 3 semaines بالك يخدموا في 2 mois 3 mois تما il va perdre du temps. Donc là le mini projet هذا il faut le faire correctement. ما لازمش تتبعوا les coefficients تاع les matières. Je sais que هذا واقيلا coefficient 1. D'accord. oui. coefficient 1 شغل حقراه. Mais هو الصح. أنا je vous dis هذا هو الصح. Ce qu'on a fait réglementation le semestre passé 1 et 2 هما الصح. C'est-à-dire vous devez démarrer votre projet de fin d'études avec les bilans. ما تعرفوش ديروا les bilans ما تعرفوا ديروا والو. D'accord. ما لازمش تتبعوا les coefficients. تقول هذا عنده الموديول هذا عنده coefficient 2 ثم il est plus important que le module اللي عنده coefficient 1. لازمش تخمموا هكذا. أنا je vous dis faites attention. Bien. Alors. Monsieur, Oui. هذا هو لو ميني بروجي اللي قلت نديروه بالإكسل. وي هذا هو باسكو ما تقدروش تخدموها على تخدموها على ما تقعدوا شهر. داكور. اوكي. دونك لازم تخدموه باكسل سينو والله تجوزوا vous allez passer vous allez pas faire parce que le calcul vous allez le faire de 6h à 17h. اصلا انا نقراوها بالعقل. Alors mini projet. Donc ce sont des locaux à usage de bureau. Alors واش فيه؟ Vous avez une entrée sur la face sud. Comme تبعوا معايا هذيك لا بورت اللي جات من تحت. هذيك elle est orientée sud. D'accord. Vous avez l'orientation nord est موجودة في la bibliothèque c'est écrit nord. Donc d'accord. Oui. OK. Oui, monsieur. Donc à gauche c'est ouest et à droite c'est est. Bien. Donc دخلة par le sud. تدخلوا في le hall. Et vous avez des dégagements, c'est-à-dire des couloirs. Donc vous avez à droite un dégagement et à gauche un autre dégagement. Donc une troll, si je vais à droite, je peux aller vers la bibliothèque et je peux aller vers le bureau B6. D'accord. Ensuite, si je vais à la bibliothèque, je peux aller vers le bureau B5. Oui. OK. Maintenant, on est le hall. Je peux aller vers le bureau B4, B3, B7, B8, B2, B1. Et je peux aller vers les salles d'eau, c'est-à-dire les WC, qui sont complètement à gauche. On est d'accord? Bien. Qu'est-ce qui est climatisé? Vous avez la bibliothèque et les bureaux. Ils sont climatisés. Les couloirs, c'est-à-dire les dégagements, le hall et les WC, eux ne sont pas climatisés. OK? Oui. D'accord. Ils ne sont pas climatisés. Donc, ce qui est climatisé, c'est la bibliothèque et les bureaux. Bien. Donc, vous avez les dimensions des fenêtres, les dimensions des portes, la hauteur sous plafond. On va regarder les données. Donc, il est localisé à la latitude 36 degrés nord. Il est au niveau de la mer. On va prendre une zone rurale, zone climatique A. Alors, zone climatique A, le DPR, c'est 3-4. Hein? Oui. Conditions intérieures, on va prendre 24 degrés, c'est-à-dire il est climatisé à 24 degrés avec une humidité relative de 50%. La face extérieure, les murs, on va les prendre de couleur claire. OK?
Fonctionnement de l'installation, on va la prendre de 6h à 17h, c'est-à-dire 12 heures. Donc ça, c'est typique à un bureau, hein, parce que le reste de la journée, c'est fermé. Donc, on va calculer pour le 15 juillet. Les menuiseries, elles sont en bois et elles sont protégées par des sports vénitiens de couleur claire posés à l'intérieur. On donne la composition du mur extérieur, c'est un enduit, briques creuses, lame d'air, briques creuses et plâtre. Enduit extérieur, c'est du mortier, hein, mortier de ciment. Hein. Là, on avait pris du mortier bâtard. Cloison, donc c'est des briques creuses de 10 cm, enduites aux deux faces avec du plâtre. La toiture, donc côté intérieur, c'est du plâtre, une dalle en béton armé, une forme de pente, une étanchéité et des gravillons. Le plancher bas, c'est une dalle en béton armé plus un carrelage. On va dire que l'enveloppe est considérée de qualité médiocre, c'est-à-dire peu étanche à l'air. Ça veut dire que c'est des menuiseries qui laissent passer l'air rentrer. C'est la qualité à la menuiserie. C'est-à-dire elle est pas vraiment étanche. Ok. Et les bureaux, on va prendre un occupant plus un ordinateur, plus un PC. La bibliothèque, on va prendre au maximum 7 occupants, plus un PC, plus une imprimante, plus une photocopieuse. هذا واش كاين في la bibliothèque. Oui. Une question? Non. Et la durée des apports internes, on va dire que c'est égal à la durée de fonctionnement de l'installation. La durée des apports internes, c'est-à-dire les apports internes, c'est les occupants, c'est l'éclairage, etc. C'est-à-dire que c'est la même chose que la durée de fonctionnement de l'installation, puisque nous, on a pris un fonctionnement de l'installation de 12 heures, c'est-à-dire de 6 heures à 17 heures. Et l'éclairage, dans les bureaux, c'est un éclairage fluorescent, c'est-à-dire c'est des néons. C'est bon? Oui. Donc voilà les données du problème. Alors la première étape, c'est de calculer les coefficients K et la masse surfacique. Bien. On va faire maintenant juste pour... faites-moi le mur extérieur. On a déjà dans le mur. Déroulez le mur extérieur. La masse surfacique. Je vous donne 5 minutes. Allez-y, essayez de le faire. T'as le mur et sa masse surfacique. On va commencer. Monsieur. Oui, Est-ce qu'on utilise le mortier bâtard? oui, on va utiliser le mortier bâtard, oui. C'est-à-dire le lambda terreau, c'est 1,15 qui m'a l'ada. On trouve 17. Allô? Oui, Monsieur le moment, on trouve un 17. j'entends pas très bien. Répétez. Monsieur, on trouve le coefficient K, 1,17. Oui, c'est ça, on trouve 1,17. Et la masse surfacique, Monsieur, dans 263,5. 200. 63,5. Elle est 63, moi je trouve pas 63. La masse surfacique, qui va de toi? On voit l'épaisseur. Alors, le mur extérieur. J'ai 1,5 à l'enduit extérieur. Je vais vous la masse à l'enduit. Maman 18. 18, c'est ça. Donc c'est 1,5 fois 18. OK? Ensuite, moi je fais d'ailleurs le plâtre. Le 10. plâtre, je vais 10. 10, donc plus 1,5 fois 10. Ou la brique de 15 et la brique de 10. 130 et 90. Voilà, 130 et 90. Radou l'hsab, c'est pas 263. 162. 262, c'est ça? Oui. Kilogrammes par Mètre carré. mètre carré. Et le coefficient K,
On va prendre 1,17. Bien. Faites maintenant la toiture. Monsieur, شحال لقينا la masse? Comment? La masse surface شحال? On trouve 1,17 le coefficient K. Et la masse surfacique, on trouve 262. Voilà. D'accord? Oui. Faites maintenant la toiture. La toiture, on trouve que coefficient K, 1,8. Non. Attends, je vais vous laisser 2-3 minutes. Vous réfléchissez. Faites les calculs. Monsieur, Oui. c'est pour les gravures. Oui. DTR, stable plus gravillon. Alors, chauffez. Alors là, vous avez le piège. Donc, vous écrivez remarque. Écrivez remarque. On ne tient pas compte de ce qui est au-dessus de l'étanchéité. Donc là, comme la remarque l'âme les faites, mais معليش نعاودوها. De ce qui? Alors, on ne tient pas compte de ce qui est au-dessus de l'étanchéité. Ça, c'est pour le calcul du coefficient K. D'accord? Classique. Pour la masse surfacique, on en tient compte. Hein. Monsieur, les gravillons, qui fâche? ما ندوهمش. Calculez d'abord le coefficient K, déjà, bon, mais vous ne tenez pas compte du gravillon. On va نحسبوا la masse surfacique. Donc c'est qui m'a les faits, c'est juste les résistances superficielles, ils te bedlou. Pour la toiture, je vais la résistance superficielle. 0,2. Voilà, 0,2. Sinon le bâti est kiff. Donc on a 1 cm de plâtre. Donc c'est 0,01 divisé par 0,35. Ensuite, voilà, on trouve 1,91 watts par mètre carré par degré d'écart. OK? Alors, la masse surfacique. واش عندي 1 cm de plâtre. Donc ça va faire combien? 10 plus. Alors واش عندي béton armé 16 cm وعندي forme de pente qui font béton 5 cm. 1500 fois 16 ou 2500 Alors, fois 5. on a 0,16 fois 2500. Et 0,05 fois 2200. Exactement, c'est ça. 0,16 fois 2500 plus 0,05 fois 2200. Ensuite, l'étanchéité. Fois 2. Donc, l'étanchéité, Centimes. 4 cm. on a pris 4 cm. Donc, 24. 12 fois 2. Exactement. On a 12 fois 2, c'est-à-dire 24. On bain le gravillon. On dit 20 kg par mètre carré par centimètre d'épaisseur. On a le gravillon. Est-ce que je vous ai donné l'épaisseur? Je vous ai donné, c'est 4 cm. C'est ça? Donc, 80. 20 fois 4, 80. Donc on trouve combien en masse surfacique dans la toiture? Monsieur, gravillon, la masse surfacique, c'est 20. Oui. Oui, je vous l'ai donné normalement. Je vous ai donné une liste. C'est le mortier de pose. Là, c'est pas le mortier de pose. Il y a gravillon. Je vous ai donné béton armé, béton de pompe, protection, gravillon. Non, monsieur. Un bétonnage.
Je vous l'ai donné ou je ne vous l'ai pas donné? Non, Non, monsieur, Non, on l'a monsieur. pas. Ah, vous ne l'avez pas? non. Non. Ah. Alors, vous écrivez, protection gravillon, c'est 20 kg par mètre carré par centimètre d'épaisseur. 20. 20 kg par mètre carré par centimètre d'épaisseur. مبادرة. 20 kg. 20 kg par mètre carré par centimètre d'épaisseur. صح. امزح. ما باش نفهم من اللاتر. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Parce qu'il y a une coupure. Oui, راحت. Qu'est-ce que je vous ai donné la masse des matériaux? Béton armé, béton de pente, sable Oui. sec, liège, étanchéité bitume, l'enduit au plâtre, l'enduit mortier, mortier de pose, carrelage, briques creuses, plancher ou cloison intérieure. D'accord. Donc, Je vais donner pas. Donc, vous rajoutez protection gravillon, donc c'est 20 kg par mètre carré par centimètre d'épaisseur. Bien. Donc, donc pour la toiture, donc vous avez un coefficient K de 1,91 et une masse surfacique de 624 kg par mètre carré. Bien. On va faire maintenant les cloisons et les portes. Monsieur, vous pouvez redire, s'il vous plaît. Et vous faites le calcul. C'est à vous de faire le calcul. Hein. Monsieur, c'est pour vérifier. Le coefficient K, on va trouver 1,91. C'est ce que vous trouvez. Oui. Et la masse surfacique, on trouve 624. C'est ce que vous avez trouvé ou là Je le 614. Non, 624. C'était la masse dans le plâtre, avec 10. Donc c'est 10 plus 0,16 fois 2500 plus 0,05 fois 2200 Oui. plus 2 fois 12 plus 20 fois 4. Oui, Normalement, on trouve 624, sauf où la rentre. c'est juste. Bien. On va faire maintenant les cloisons. Faites les cloisons. Et faites la porte. Et faites les portes. Les cloisons, c'est pour le coefficient K, 2,14. Oui, c'est 2,14. Donc, les résistances superficielles, on va prendre combien? 21. Voilà, 0,21, très bien. Le plâtre, c'est 0,01 sur 0,35. Le tout multiplié par 2. Plus la brique, c'est 0,2. 2,14. Bien. Prenons maintenant les portes des bureaux.
Alors pour les portes, vous êtes obligé d'utiliser les valeurs telles DTRC32. Quand on a un C32, vous enlevez les résistances superficielles hiver et vous rajoutez les résistances superficielles été. Pour la fenêtre, on trouve 5,88. Oui, pour la fenêtre, c'est 5,88. Déjà, donc fenêtre, c'est 5,88. C'est-à-dire, vous prenez, c'est 1 divisé par 5, moins 0,17, plus 0,14. Faites les portes des bureaux. Les faits pour deux portes opaques en bois, normal. C'est des portes en bois, oui. Donc, quand ça donne sur un local non climatisé, Non, deux. شحال ناخذوا؟ Deux. 2. Donc, si vous faites 1 sur ça, ça va faire 1 sur 2. Deux 13. 2, 13, non. Qu'est-ce que vous avez fait? 1 sur K égale combien? 1 sur 2. Oui. 0,17 plus 0,14. Là, c'est pas 0,17, parce que 0,17, c'est une porte qui est en contact avec l'extérieur. Dommage. 0,22. Donc, voilà, 0,22. Donc, نقصوا 0,22 22. وزيدوا 0,21 كيما pour les cloisons. ماشي كيما les cloisons. C'est comme les cloisons. 0,21. نقصوا 0,22 وتزيدوا 0,21. 0. 2,04. Voilà, 2,04 watts par mètre carré par degré d'écart. Bon, on va faire une approximation. On voit que les cloisons et les portes des bureaux, c'est presque la même chose. C'est 2,04 ou l'autre c'est 2,14. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire remarque. Vous écrivez remarque. باش ما نديروش trop de calcul. نقصوا شويه من les calculs. On va écrire. On considère que les parois qui séparent les locaux conditionnés des locaux non conditionnés on considère que les parois qui séparent les locaux conditionnés des locaux non conditionnés sont uniquement en maçonnerie. C'est-à-dire, on va prendre le cas le plus défavorable. D'accord? C'est-à-dire, on va écrire coefficient K des portes à peu près égal au coefficient K des cloisons, c'est-à-dire égal 2,14. Monsieur, j'ai pas compris la remarque. C'est-à-dire, on 2,14. C'est-à-dire, on ne va pas calculer la surface des portes. On va la prendre 2,14. C'est-à-dire, la porte, on va la considérer comme si c'était un mur en maçonnerie. Ok. D'accord? On va prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire 2,14. Comme il n'y a pas une grande différence, 2,14, 2,04, on va prendre 2,14. Oui. Ok? Oui. C'est-à-dire que la porte, نحسبوها comme si c'était de la maçonnerie. تما كلش كيف كيف. كلش كيف. C'est bon?
Oui. Bien. Bon, on va s'arrêter là pour le DTR. Donc, ce qui serait bien, c'est de... Je vais vous envoyer ce que j'aimerais bien que vous commenciez à faire pour la prochaine fois. Comme ça, on avance un peu plus vite. Donc, pour le mini-projet. Donc, la prochaine fois, on continuera le cours sur la plomberie. Comment on va commencer à voir le dimensionnement des systèmes de production d'eau chaude. On va avancer le mini-projet. Donc, je vais vous envoyer un petit peu ce que j'aimerais que vous prépariez. Comme ça, on avance vite. Donc, la prochaine fois, il faut avoir Excel قدامكم باش هكذاك نخدموا directement sur Excel. Oui. D'accord? Ok. Ce serait bien déjà de préparer avant le mercredi prochain, préparer des feuilles Excel. Tout de suite, on commence à travailler directement sur Excel. Au lieu de faire à la main avec la calculatrice, traitement par Excel. C'est plus simple. D'accord? Oui. Bien. Monsieur, Est-ce que vous avez des questions? Oui? Je vous écoute. non, monsieur, Vous n'avez pas de questions? non, pour le moment. Monsieur, Oui? on voulait vous proposer une chose, si vous Oui? voulez. Oui, allez-y. Monsieur, la semaine prochaine, comme c'est l'Aïd, on n'aura pas cours chez tous les profs. Est-ce qu'on Oui. peut le laisser pour la semaine d'après? Ben, ça me dérange pas, je peux vous laisser, il n'y a pas de problème, mais je vais vous donner du travail à faire, mais il faut le faire. C'est-à-dire, on peut annuler le cours et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi? C'est d'annuler le cours ou la kifash? Oui, juste la semaine prochaine. Monsieur, pas l'annuler, le On n'aura pas reporter. cours. C'est-à-dire le reporter. C'est-à-dire, Oui, mais bon, oui. je sais pas si on pourra le rattraper, donc il faudra trouver un moment pour le rattraper. Donc, ben, à ce moment-là, ou la نقراوش هاد la semaine prochaine. Ça veut dire que l'autre semaine, ندير لكم بالك 3 سوايع ولا. Mais on va faire un peu plus. Allez. D'accord, monsieur. Bon, si vous voulez, on peut faire comme ça. Inch'Allah, d'accord. D'accord. Allez, chauffe, je vous dis pas sûr, hein. Je vais demander à monsieur l'Arabi si on peut faire ça. Si je peux le faire, on le fait. Sinon, on maintient le cours pour mercredi prochain. Donc, je vais voir avec monsieur l'Arabi. D'accord? D'accord. Donc, vous m'envoyez un email et Et voilà, je puis vous je envoie un